Bienvenue sur le plateau TV de la Galerie des Solutions pour une émission proposée par Business France. Stratégie de développement et innovation au service de l'environnement, troisième volet, avec le témoignage de trois grandes sociétés internationales, Cisco, américain, Senden, Japon, et Solvay, belge, qui sont venus s'installer à un moment donné ou à un autre en France, et c'est le cœur de notre sujet. Et c'est ce que Business France nous propose, c'est de comprendre quelle est finalement l'attractivité de notre pays vis-à-vis de ces entreprises et qu'est-ce que ces entreprises font en matière de développement durable. Alors, on ne va pas tout dire tout de suite. Je vais d'abord vous présenter mes invités. Muriel Pénicaud, qui est ambassadrice déléguée aux investissements internationaux et directrice générale de Business France. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Jean-Pierre Clamadieu, qui est président de Solvay. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Olivier Campi, qui est directeur général de Senden International Europe, diront-on en anglais, et Robert Vassoyan, qui est président de Cisco France. Voilà, Bonjour. Trois majors, trois grandes entreprises qui vont nous parler un petit peu de ce qu'elles font en France. D'abord, avec vous, Madame Pénicaud, rappelez rapidement les missions de Business France. Alors Business France, c'est l'agence nationale pour l'internationalisation de l'économie française. Et donc, on a trois missions. Une première mission qui est d'aider les entreprises françaises à exporter dans le monde. La deuxième, c'est de prospecter et d'accompagner les investisseurs étrangers en France. Et la troisième, c'est la promotion de l'image internationale de la France. Donc, COP21, on fait les trois à la fois, bien sûr. Et on est présent dans 70 pays pour aider les entreprises à faire ce chemin B2B dans un sens ou dans un autre. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu le lien entre ces trois entreprises et puis le sujet que vous avez choisi? Alors, d'abord, c'est trois entreprises qui sont très innovantes. Et je crois qu'on va en parler, mais il y a beaucoup de liens entre l'innovation, l'internationalisation et évidemment la galerie des solutions. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'une logique où les questions environnementales, les changements climatiques étaient surtout perçus comme une contrainte à maintenant une vraie compétition sur l'innovation et donc la possibilité aussi d'en faire un moteur de croissance. Et c'est le cas de ces trois entreprises qui sont dans des secteurs différents et qui sont toutes les trois très réputées pour leur innovation et en plus amies de la France. Alors justement, amis de la France, j'aimerais qu'on fasse un focus un petit peu sur l'importance des investissements directs étrangers, la place qu'ils occupent dans votre business à vous, mais également le lien qui existe avec les problématiques environnementales pour faire un pont entre leur présence business ici et puis ce qu'elles font en matière de développement durable. Alors les investissements étrangers en France, c'est 20 000 entreprises, c'est 2 millions d'emplois directs. Et c'est ce qui est moins connu, 30% de l'export français, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises françaises, c'est votre cas par exemple chez Sanden, investissent en France pour réexporter vers Europe, Afrique, Moyen-Orient, mais c'est aussi 30% de la recherche et développement française, ce qui est là aussi peu connu. Donc en fait, ça irrigue le tissu économique de façon extrêmement profonde, de façon extrêmement dynamique. Et dans ce cadre-là, l'année dernière, en 2014, on a renoué avec une dynamique positive des investissements étrangers, avec plus 8% d'investissements étrangers, 1014 nouveaux investissements. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur ces 1014 investissements, il y avait 9% dans la R&D, ce qui est beaucoup en proportion, avec une très forte progression des investissements R&D. Je pense que c'est le cas d'ailleurs des trois entreprises qui sont ici. Et sur la tendance, sur ce qui est tout lié, je dirais de près ou de loin, au changement climatique, sur 2015, on est sur une tendance où 17% des investissements qui arrivent en France sont liés aux problématiques. Alors ça peut être la chimie du végétal, ça peut être l'énergie renouvelable, l'efficience, dans tous les domaines. Mais c'est clairement une tendance qui est en train de grandir. Et ce qui nous réjouit, parce qu'on a beaucoup d'atouts d'innovation à démontrer dans ce domaine-là. Quels sont les atouts de la France pour attirer les entreprises étrangères? Alors, les principaux atouts, il y en a 4. Il y en a un qui est évidemment structurel, c'est le mélange de localisation, d'infrastructures, parce qu'on a un bon emplacement en Europe, tout simplement, une bonne démographie et le meilleur mix d'infrastructures, de transport et de communication. Donc ça, c'est évidemment un atout. Le deuxième qui est très fort, c'est les talents. Et pour rejoindre à nos sujets, qui est l'innovation finalement dans le changement climatique aujourd'hui, on a sur 1000 salariés, on a 9 chercheurs, ce qui nous met dans les pelotons de tête. Et nos écoles d'ingénieurs, nos écoles de recherche sont réputées dans le monde entier. Donc c'est effectivement très important, parce que ce qu'on recherche, c'est des investissements à forte valeur ajoutée dans le domaine industriel ou recherche et développement. Et puis le troisième, c'est on a une combinaison recherche publique-privée qui est forte, qui est puissante, qui essaime beaucoup. Et je pense qu'on a plusieurs pôles de compétitivité, d'ailleurs, qui sont présents ici à la COP21, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie, enfin dans tous les domaines, on a Pourquoi ces pôles de compétitivité, on ne les retrouve pas dans d'autres pays du monde? Oui, mais on est parmi les meilleurs. Et d'ailleurs, quand on voit les classements Thomson Reuters, dans les 100 entreprises les plus innovantes du monde, il y en a 7 françaises. Et quand on voit le Deloitte Face 500,
La France, depuis 4 années, est la première avec 86 entreprises start-up innovantes sur 500. Donc, quel que soit le critère, et au Conseil stratégique de l'attractivité, où Cisco et Solvay ont été présents, on voit bien que la créativité, l'innovation française, ça fait partie des avantages. On n'est pas seul au monde, mais on est dans les top pays sur les sujets de créativité et d'innovation. Et je pense que là aussi, dans les solutions liées au climat, ça fait partie de nos enjeux de garder une tête d'avance dans pas mal de domaines. Alors voilà pour le contexte, on va maintenant faire connaissance avec nos 3 grandes entreprises. On les connaît de nom, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus. Je vais commencer par vous, Jean-Pierre Clamadieu, vous êtes le président de Solvay. Solvay, c'est un groupe belge qui a été fondé en 1863. Alors dites-moi un petit peu ce qu'il fait, quelles sont ses activités. D'abord, avant de parler de développement durable. durable. En fait, a été fondé en 1863 autour d'une technologie nouvelle pour produire du carbonate de soude, qui à la fin du 19e siècle était une matière première essentielle pour fabriquer du verre. Pour fabriquer du carbonate, on avait des procédés très polluants, et Ernest Solvay, notre fondateur, a une idée originale et effectivement a développé un procédé qui est extraordinairement élégant et efficace en matière d'utilisation d'énergie. Et puis le groupe s'est développé à partir de ça. On est venu très vite en France, et on est en France depuis 120 ou 130 ans aujourd'hui. Une acquisition importante qui était celle de Rhodia il y a quelques années, qui fait qu'aujourd'hui la France joue un rôle très important. C'est un groupe très diversifié dans ses métiers. Une de nos caractéristiques, c'est qu'effectivement notre stratégie s'appuie beaucoup sur ces problématiques de développement durable. Notre première priorité stratégique en termes de métier, c'est les matériaux pour l'allègement. On a une gamme de polymères de spécialité qui sont utilisés dans l'automobile, qui sont utilisés dans l'aéronautique et qui permettent effectivement de limiter les émissions de CO2 des véhicules. On vient de faire une acquisition importante dans le domaine des composites qui nous permet d'aller encore beaucoup plus loin dans ces matériaux pour l'allègement. Et puis, si j'avais le temps, mais je ne vais pas le développer complètement, nous avons d'autres domaines d'activité, le stockage de l'énergie. Nous développons des composants pour batteries. Les batteries sont des systèmes chimiques qui ont encore beaucoup de progrès à faire pour répondre complètement aux besoins des consommateurs. Donc, stockage des énergies intermittentes. Bien sûr, oui. L'application véhicule électrique, par exemple, on se rend bien compte que si on arrivait à augmenter la densité d'énergie stockée dans une batterie, on pourrait ouvrir des opportunités très intéressantes à ce type de technologie. On travaille dans nos laboratoires sur des solutions qui permettent d'aller dans cette direction. Donc un fort engagement autour des problématiques de développement durable parce que l'on est persuadé que c'est ce qu'attendent nos clients et on est persuadé également que la chimie, la physique ont encore beaucoup à apporter, là je pense à la science, ont encore beaucoup à apporter en termes de solutions pour répondre à ces challenges. Et vous travaillez avec un ou plusieurs pôles de compétitivité ? Oui, alors on est un partenaire important du pôle Accéléra en région lyonnaise, pôle chimie environnement. Pour nous, c'est vraiment une excellente expérience. Nous avons un centre de recherche, le plus important de nos centres de recherche est en région lyonnaise. Je dois dire que ce centre, en 10 ans, s'est transformé. Et un des éléments de la transformation, c'est l'ouverture sur l'extérieur que lui a apporté Accéléra. C'est des collaborations avec le CNRS, c'est des collaborations avec l'université, c'est des collaborations interentreprises. Pour nous, ça a vraiment été une opportunité exceptionnelle de développer des compétences qui sont aujourd'hui au cœur de nos développements stratégiques. Votre chiffre d'affaires ? On fait aujourd'hui 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Combien de salariés ? On a aujourd'hui 30 000 salariés. Et sur ces 30 000, on en a un petit peu moins de 5 000 en France. La France est en fait notre premier pays aujourd'hui. Nous exportons, je reviens à ce que disait Muriel, les 2/3 de ce que... Mais ce qui est particulièrement exceptionnel, c'est qu'en matière de recherche et d'innovation, 40% mondiales de recherche et d'innovation sont en France. On se sent très à l'aise dans l'écosystème de l'innovation français. On parlait des pôles de compétences, on pourrait parler de la qualité des ingénieurs ou des docteurs que nous recrutons à la sortie des écoles d'ingénieurs ou de l'université. Nous avons vraiment le sentiment de bien nous sentir pour faire de l'innovation en France, innovation qui bien sûr va irriguer nos activités dans l'ensemble du monde. Alors ne vous inquiétez pas pour les petits décrochages, ça n'est absolument pas soluble car nous sommes sur un site un peu sensible, donc on en souffre depuis le début de la Galerie des Solutions, mais on vous entend quand même. Merci, on reviendra parler ensemble un peu plus tard de ce que vous faites encore en matière de développement durable. Olivier Campi, vous êtes directeur général de Senden International Europe. Alors Senden, c'est une société, un groupe japonais. J'aimerais que vous me le présentiez. Oui, tout à fait. Donc un groupe japonais qui a été créé en 1943, 20 000 personnes à peu près dans le monde. C'est parti sur 23 pays, avec un premier marché qui est l'Europe, un chiffre d'affaires global qui est de 2 milliards 400 millions. Un groupe résolument tourné à l'export, qui intervient, je dirais, dans les technologies du chaud et du froid, de manière générale, avec une position très forte, notamment dans l'automobile et dans la climatisation en particulier, puisqu'on est numéro 2 mondial au niveau des compresseurs de climatisation, et puis une position très forte dans le froid commercial également, où on est par exemple leader mondial des distributeurs automatiques.
et une vraie, aujourd'hui, diversification, intensification dans les technologies environnementales sur, je dirais, sur l'ensemble de nos activités, y compris le froid industriel, par exemple, et le confort thermique des bâtiments. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous produisez comme solutions, ce sont des solutions qui sont bonnes pour l'environnement? Alors, c'est l'alpha et l'oméga ce que vous faites? Alors, c'est toujours soumis un petit peu à discussion, ce genre de choses, puisque de par, je dirais, la vue du public, quand on dit nous sommes une société résolument tournée vers l'environnement d'un point de vue global, c'est une résolution très forte, une politique très forte du groupe. Néanmoins, vous avez des doutes qui vous disent oui, mais enfin, vous faites de la clim automobile et vous dites en gros un géant vert. Mais je comprends. Ouais. Néanmoins, je dirais culturellement, on a toujours été tourné vers moins de consommation des véhicules, beaucoup plus d'efficacité énergétique, moins de fuite, puisqu'en fait, je dirais là, l'ADN, quelque part, je ne sais pas si on peut dire les gamma GT ou le mauvais cholestérol, etc. Mais en tout cas, dans notre métier, les réfrigérants, les gaz réfrigérants sont quelque chose qui sont complètement dimensionnants en termes environnementaux. Et donc, nos stratégies, elles sont pour sortir de manière extrêmement active et en termes de leader, de sortir de ces réfrigérants dits fluorés. Donc là, on parle évidemment de réchauffement climatique, des gaz à effet de serre, etc. Donc c'est là-dessus, je dirais, que se portent tous nos efforts aujourd'hui de R&D, en particulier sur un réfrigérant, qui est le CO2, utilisé comme réfrigérant, qui est un réfrigérant naturel. Oui, finalement, pour creuser un tout petit peu ce que vous me dites, on ne peut pas, quand on veut agir pour lutter contre le changement climatique, on ne peut pas faire un retour en arrière et dire mon activité elle est polluante, ou comme vous disiez avec l'exemple de la climatisation, il faut s'adapter et créer et innover. À quel moment, je dirais, votre groupe a pris conscience de cette obligation, cette nécessité d'innover? Est-ce que ça remonte à il y a 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans? À quel moment? Je dirais que le groupe Sanden, alors il y a beaucoup de groupes japonais qui sont un petit peu dans ce mouvement de reconnaissance au niveau environnemental. Je dirais que c'est quelque chose qui est assez profond dans l'entreprise. Néanmoins, je dirais que le protocole de Kyoto a été un vrai point déclencheur dans des réflexions, et puis qui nous concerne directement dans notre activité, quoi. Gaz à effet de serre, réchauffement climatique, et ainsi de suite. Les réfrigérants derrière ça sont vraiment des éléments dimensionnants, donc ils font partie même de notre activité. Après, je dirais, on pourrait différencier deux choses, c'est-à-dire que nos clients, parfois dans l'automobile par exemple, ce sont eux qui imposent le rythme. Dans d'autres cas, je dirais le froid commercial, le froid industriel, à nous de convaincre aussi, pour pouvoir, je dirais, utiliser les utilisateurs finaux, les convaincre d'aller vers ce type de technologie. Mais néanmoins, on est sur un mouvement quand même qui se dessine de manière très forte, de par différentes directives et réglementations. Merci. Robert Bassoyer, vous êtes le président de Cisco France. Cisco qui a été créé en 1984 par un groupe de scientifiques de l'université de Stanford. Cisco, c'est les data, c'est le transport de données, pas que, c'est les télécommunications. Alors on n'est pas forcément dans le monde industriel, on change un petit peu de monde, même si il existe une industrie des data quand même. Oui, alors Cisco, c'est effectivement, là, c'est l'entreprise des réseaux à l'origine, et puis des réseaux, on est parti vers toute une série de métiers annexes et connexes. C'est un peu l'entreprise qui sous-tend Internet, qui permet à Internet d'être ce qu'il est, d'être suffisamment robuste et fiable pour changer notre vie au quotidien. 80% de tout ce qui passe par Internet, à un instant ou l'autre, passe par des technologies Cisco, parce qu'on fournit les infrastructures, les architectures qui vont rendre ça possible. On a fait le pari il y a 25 ans que les réseaux informatiques allaient devenir critiques. On en a pris le leadership. Et puis, de fil en aiguille, à partir des réseaux, on est parti vers d'autres métiers qu'on a transformés et dont on est en train de prendre le leadership, la téléphonie sur IP, la collaboration, la vidéo, le cloud computing, etc. Et aujourd'hui, on est en train d'inventer, on est en train d'écrire avec d'autres acteurs l'Internet de demain, qui est l'Internet des objets. Nous, on l'appelle l'Internet du tout connecté, parce qu'il s'agira de connecter tout à tout. Et c'est un Internet qui va tout bouleverser, qui va avoir un impact 10 fois supérieur à l'Internet d'aujourd'hui, parce qu'il va permettre de passer d'une dizaine de milliards d'objets, de devices connectés au réseau aujourd'hui, à plusieurs centaines de milliards d'objets qui vont transmettre des données, un déluge de données, et qu'on va pouvoir utiliser de manière plus intelligente, plus efficace et plus durable. Et c'est ce réseau-là, ce nouveau réseau-là, ce nouvel Internet, combiné avec les défis environnementaux, les défis démographiques, combiné avec les nouvelles sources d'énergie,
plus durable, plus vertueuse. C'est cette combinaison qui va permettre véritablement d'aller vers une innovation pouvant avoir un impact à très grande échelle. C'est ça qui va nous permettre d'agir sur les grandes sources de consommation d'énergie aujourd'hui, qui sont les bâtiments, les villes, le transport, dont on va pouvoir optimiser, grâce à cette connectivité à très grande échelle, dont on va pouvoir optimiser l'utilisation. Et ce qui sous-tend tout ça, c'est cette révolution des réseaux. On parle de transition écologique et on parle de transition numérique. Les deux vont ensemble et effectivement, l'une est au service de l'autre, même si elles n'ont pas forcément les mêmes chemins. Elles ne suivent pas les mêmes chemins. On n'a pas forcément une conscience très précise en matière de numérique, de où on va. Hein. Le numérique, c'est un vecteur fort. Et puis l'écologie, on dit pas plus de 2 degrés. Voilà, c'est peut-être la nuance qu'il y a entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on est dans un monde où il n'y a jamais eu autant de défis. Défis économiques, défis politiques, géopolitiques, on ne va pas parler de ça, mais défis énergétiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout ça arrive en même temps que des ruptures et des transitions technologiques comme on n'a jamais connues. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Et donc, quelque part, si on fait bien notre job, et c'est là où je crois fondamentalement dans la responsabilité de l'ensemble des acteurs, évidemment, mais également la responsabilité des entreprises, de nous, si on fait bien notre job, on peut véritablement faire en sorte que ces transitions technologiques se mettent au service, pas seulement du bien-être de l'économie, mais aussi de ces défis qui deviennent véritablement des défis à enjeu pour tout le monde. L'entreprise au cœur, effectivement, de cette révolution. Alors, pour innover ou pour proposer son savoir-faire, certaines entreprises passent des partenariats avec des États ou avec des écosystèmes locaux. D'autres encore privilégient les transferts de technologie. Vous avez tous donc fait le choix de la France. Est-ce que vous pouvez me détailler un exemple, et vous en avez un petit peu parlé il y a un instant, particulièrement illustrant de l'une de ces stratégies? Je pense notamment à Smart City, au Switch Up Challenge. Les Smart Cities, effectivement, c'est un axe de développement extrêmement important. On pense que c'est un axe dans lequel la France peut prendre une position de leadership à l'échelle parce que vous avez non seulement des acteurs numériques qui sont compétents, parce qu'on parle smart, on met le mot smart un petit peu partout. Moi, j'aime pas trop, parce que ça veut dire que les villes avant étaient pas smart ou étaient bêtes. Mais vous avez des acteurs digitaux pertinents dans les réseaux, dans la data, dans les applications, mais vous avez surtout des acteurs de la transition énergétique, des services urbains, qui comprennent aujourd'hui que leur avenir passe par l'intégration avec l'Internet et avec les infrastructures. Et avec ces acteurs-là, fort de nos investissements en France, nous sommes vraiment en train d'investir massivement en France aujourd'hui, nous sommes en train de vraiment mettre en œuvre des expérimentations à très grande échelle, de manière à trouver qu'on peut avoir un impact sur, bien entendu, le trafic, la pollution, la consommation d'énergie, le CO2, mais qu'on peut aussi avoir des business cases pérennes et qui tiennent la route. Autrement, des acteurs comme nous, comme notre écosystème, ne viendront pas. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on est par exemple en train de travailler dans une grande ville, on va annoncer ça dans quelques jours, à l'optimisation énergétique de l'ensemble des bâtiments publics. C'est des milliers et des milliers de bâtiments publics que l'on peut optimiser. On est en train de travailler à Issy-les-Moulineaux, dans le sud-ouest parisien, à réinventer la mobilité et le partage de ressources avec tout un écosystème, avec Bouygues, Bouygues Télécom, Bouygues Énergie, Engie, Transdev, la Caisse des dépôts. Comment on peut optimiser le trafic, accélérer le partage de ressources, pas seulement de voitures, mais également de parking, de bureaux, comment on peut optimiser le trafic modulaire entre la voiture, les pistes cyclables, etc., en fonction des besoins. Et ça, il faut véritablement pouvoir le tester à très grande échelle pour pouvoir avoir un impact. Merci. Un exemple, peut-être, M. Clamadieu, pour Solvay, de partenariat avec, en l'occurrence, des centres de recherche et développement public. Je vais citer le cas de la région lyonnaise, mais je vais en développer un autre qui est à Bordeaux. À Bordeaux, on a développé un centre de recherche avec l'Université de Bordeaux et le CNRS autour d'une question: comment est-ce qu'on peut faire mieux de la recherche en chimie? Donc développer l'utilisation de robotique microfluidique pour venir finalement en appui de l'ensemble de nos laboratoires dans le monde. Et on a vraiment mis en place une équipe très originale avec des jeunes chercheurs très créatifs, en s'appuyant à nouveau sur ce que des partenaires comme le CNRS ou l'Université de Bordeaux pouvaient nous apporter. Et je dois dire qu'on a un exemple assez étonnant d'un laboratoire qui, en une dizaine d'années, a vraiment trouvé sa place dans notre système. Je me déplace de par le monde assez régulièrement et je suis toujours heureux de voir des équipes à Shanghai, à Séoul ou même à Lyon d'ailleurs, qui me disent comment elles arrivent à s'inspirer, comment elles arrivent à utiliser les technologies que développe ce que nous appelons immodestement le laboratoire du futur. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que pour nous, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut se projeter dans le demain ou l'après-demain pour effectivement faire plus rapidement, plus efficacement de la recherche en chimie. Et puis là, on parle de financement aussi. La recherche, ça se finance. Donc vous aidez, j'imagine, beaucoup.
Bien sûr, alors ça se finance et on bénéficie d'ailleurs d'un dispositif qui est quand même assez unique, il faut le dire. On peut être quelquefois critique de la fiscalité française, mais le crédit d'impôt recherche, c'est le dispositif pérenne qui nous permet effectivement de nous assurer que la France est particulièrement compétitive. Et puis après ça, il y a des systèmes de financement qui nous permettent de financer effectivement des thésards, qui nous permettent effectivement de faire travailler ensemble dans la même équipe des chercheurs de grands organismes de recherche, des chercheurs universitaires, des chercheurs d'entreprise. Et je dois dire que c'est quelque chose qui est extraordinairement enrichissant. Il y a quelques années, un de nos chercheurs dans ce centre, chercheur d'entreprise, a reçu la médaille d'argent du CNRS. C'était la première fois qu'un chercheur industriel recevait cette distinction, qui est effectivement dans la communauté scientifique est une distinction de très très bon niveau. Et c'est une vraie fierté pour nous que d'arriver à mener ces collaborations. Et c'est une vraie ouverture sur le monde pour nos chercheurs. Olivier Campi, pouvez-vous me donner une illustration de ce que vous faites effectivement en France en termes de partenariat ou de transfert de technologie ? Donc en fait, oui, Sanden a évidemment des collaborations. On est en France depuis 20 ans, avec un centre technique depuis 20 ans, notamment sur l'automobile. Donc on a évidemment un terreau extrêmement favorable en termes de partenariats divers et variés. Néanmoins, nous on l'a abordé sur une autre approche, sur ce qui nous intéresse dans cette technologie environnementale qui est le réfrigérant CO2. C'est-à-dire que là, on est sur une technologie qui est un petit peu, je dirais, Japan native. C'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché. Et nous, l'objet était vraiment d'avoir un terreau suffisamment favorable. Le système d'éducation, la qualité des ingénieurs locaux, le microcosme qu'on peut avoir, le crédit d'impôt recherche, qui est évidemment quelque chose de très dimensionnant, c'est un terreau favorable pour nous pour transférer ces technologies. Ce qui était un signal très fort, c'est-à-dire qu'on est sur une technologie vraiment née au Japon, développée au Japon, qui est très étendue au Japon, qui n'existe pas en Europe. Et nous, ce qu'on veut, c'est venir la développer, pas la déployer depuis le Japon, mais en faire un outil, une arme, je dirais, depuis la France. Voilà, donc nous, ça nous a permis, je dirais, ce terreau favorable, de venir, alors certes via des partenariats, mais surtout de décider d'investir sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit en manufacturing, en ingénierie évidemment, en réseau de vente, de manière à pouvoir pousser cette technologie de manière très forte. Donc on est, les partenariats, oui. Le terreau extrêmement favorable qu'on a en France, encore mieux, je dirais, en termes de transfert de technologie. Alors effectivement, Cisco, donc on a parlé de Smart City, on a parlé de réseau qui permet de... Faites un peu un boulot d'ensemblier, finalement. Vous réunissez le transport, l'énergie, effectivement. Solvez ce partenariat avec la recherche publique. Et puis, cerise sur le gâteau, un nouveau chercheur qui est récompensé. Et puis vous, Sanden, avec ce transfert de technologie d'une techno qui existe uniquement au Japon et que vous mettez sur le continent européen et en France particulièrement. La conclusion pour vous, Muriel Pénicaud, on a vu l'extraordinaire appétence que ces entreprises ont pour la France. On a bien compris pourquoi. Comment maintenir ce lien ? Parce que on les fait venir, elles ne vont pas partir demain, hein, mais comment tout le temps maintenir ce lien ? On parlait du crédit impôt recherche. Comment maintenir ce lien en permanence et cette relation avec les entreprises étrangères ? Alors, deux choses. La première, c'est effectivement le triangle entre les talents, que ce soit les ingénieurs ou les chercheurs, mais aussi la qualité de la main-d'œuvre pour l'industrialisation et la productivité de la main-d'œuvre, la recherche publique et privée et le crédit d'impôt recherche. C'est ce trio-là, talent, recherche, fiscalité, qui fait ce terreau d'innovation dont vous parlez. Donc c'est très important qu'il soit durable, ça veut dire qu'il faut continuer à investir dans le système éducatif et de recherche. Ça veut dire qu'il faut absolument garder le crédit d'impôt recherche. Heureusement, il est maintenant sur une orbite sanctuarisée. Ouais, voilà. Et je pense aussi qu'il y a un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est que non seulement il y a des grandes entreprises très innovantes, mais on a aussi tout un terreau, tout un écosystème de start-up. Il y en a 30 sur l'espace Créatif France, là de la French Tech, mais il y en a plein. Dans les 15 000 start-up françaises, il y en a beaucoup qui se mettent sur ce sujet, soit en B2B, soit en B2C, de tout ce qui est lié au climat. Et ça, le fait d'avoir un terreau d'innovation autour, y compris pour les grands groupes d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça veut dire que le foisonnement intellectuel, industriel est très grand et donc il faut encourager aussi toutes les startups à se développer dans ce domaine-là. Je crois que c'est ce qui fera la durabilité de nos investissements et de notre passion commune pour relier business, croissance et développement durable. Eh bien voilà, concluons encore une fois une émission anti-morosité. Si on se pose la question, on voit qu'il y a des grands groupes français, étrangers, toute une galaxie et puis toute une queue de comète de start-up derrière. Donc tout ça est en mouvement. Merci à vous d'être venus sur le plateau TV et on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci.